Bonjour à tous et toutes, courageux. J'espère que vous resterez tous courageux au-delà de 16 heures. Mais comme vient de le dire Emmanuel, les portes sont fermées. Vous ne pouvez de toute façon pas partir maintenant. D'ailleurs, des dispositifs sur les sièges vont vous capter et vous empêcher de vous lever jusqu'à la fin de cette réflexion, cet après-midi de réflexion, qui nous conduit jusqu'à plutôt autour de 18h que 17h30. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'être là pour cette rencontre assez particulière qui est faite autour des think tanks français. Le Cercle des économistes n'est pas un think tank puisqu'il regroupe des universitaires, les académiques, mais il y a des rencontres très régulières au cours de l'année avec les différents think tanks. Et donc à Aix, il y aura des après-midi comme ça où on oppose un peu, on expose la vision de chacun des think tanks, donc c'est à chacun de le faire, et sur des sujets autour cette année des nouvelles technologies, de leur importance, des ruptures qu'elles provoquent aussi bien sur le travail, la politique, peut-être l'Europe, la démocratie, etc. Et donc nous allons commencer par la politique, nous sommes en France, et c'est très rapide, et je demanderai donc à chacun des intervenants que Emmanuel va... Alors, je vous présente Emmanuel Le Chypre. Moi, je suis Éric Le Boucher des Échos. Emmanuel, vous le connaissez tous de BFM. Nous allons animer tous les deux ensemble. C'est plus drôle, toute l'après-midi. Donc, ce ne sera pas à tour de rôle, ce sera ensemble. Donc, si chacun peut évidemment répondre à la question, mais s'il trouve que la question est mal formulée, de la reformuler, de dire ce que vous pensez d'essentiel sur l'impact des technologies, etc. Donc, dites-nous le fond de votre pensée sur ces sujets, plutôt que d'essayer de mal répondre à une mauvaise question, quoi. Voilà. Voilà. Donc on attend des débats assez vifs, même entre vous, sur... J'espère qu'il y aura des oppositions de pensée, et pour qu'on puisse oublier qu'à 14h, il y a d'autres face-à-face d'un autre genre. Merci Eric. Alors... ce que dit Eric en des termes policiers, ça veut dire que ce sont des battles de think tank en fait. Hein. C'est ça, ce sont des confrontations où chacun va essayer de défendre son point de vue avec toutes les convictions qu'on lui connaît. Je vous présente donc les participants à notre premier round de ces débats de think tank. Dominique Régnier, d'abord, de la Fondapol. Nous avons aussi Gilles Filkenstein, qui dirige la Fondation Jean Jaurès, et Cyril Zimmermann de Axel, qui est, si je dis que c'est le hub de la transformation digitale, c'est correct? C'est correct. Messieurs, Eric, je te laisse lancer le thème, poser la première question. Oh, vas-y, oui. Alors, les grandes avancées technologiques sont-elles également des ruptures politiques? Messieurs, qui se lancent? Dominique Régnier, peut-être. Merci. Alors, en quelques mots rapides, puisque le temps est très limité, sur des sujets très complexes, sur lesquels, à mon avis, les oppositions frontales sont les moins probables, tant les incertitudes sont grandes sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer. Mais enfin, on verra bien. Un impact, je le crois là-dessus, en revanche, un impact majeur des nouvelles technologies sur la politique. Les nouvelles technologies, on pourrait, sinon les définir, du moins les désigner par les NBIC. Je ne sais pas s'il y aura accord là-dessus, je l'avance, c'est-à-dire les nanotechnologies, biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. La convergence de ces savoirs a produit des ruptures d'innovation absolument radicales qui impactent sans aucun doute la politique et de manière absolument fondamentale. Je dirais, moi, je vais donc aller très vite, parce que je sais que c'est l'exercice. Je dirais d'abord que les grandes catégories, les catégories fondamentales de la politique sont en train d'être redéfinies. La territorialité, la souveraineté,
la possibilité pour une autorité d'être l'instance suprême de décision, que ce soit face à l'extérieur ou face à l'intérieur. Je prends un exemple, la connaissance aujourd'hui que l'on peut avoir d'une population est probablement bien plus grande chez certaines entreprises que l'État lui-même. La grande tradition qui remonte à très très loin, d'une raison d'État qui se construisait par une maîtrise de la connaissance fine de sa population, qui a été un monopole qui longtemps a fondé la suprématie de l'autorité de l'État, est désormais largement contesté et dépassé par ce que peut savoir une entreprise qui travaille sur les métadonnées, ce qu'elle peut savoir sur une population. Donc c'est un exemple. La communauté elle-même, la manière d'appartenir à une communauté par nos façons d'enchasser nos différentes appartenances et loyautés par la numérisation des espaces. Je dirais aussi que cela affecte inégalement les systèmes politiques. Là, ce serait une forme d'hypothèse. L'hypothèse que je ferais, sans doute très contestable, c'est que les systèmes néo-autoritaires sont plus favorisés par ces ruptures technologiques que les systèmes ouverts, compétitifs, démocratiques et libéraux. Troisième remarque, j'en ai 5, une redistribution de la puissance économique. Peut-être que c'est la plus évidente, il faudrait la détailler. Je dirais simplement que c'est aussi une redistribution par la reconfiguration des organisations internes aux sociétés. Le meilleur exemple que l'on va avoir, c'est le passage, le déploiement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail et la robotisation qui, sans doute, on est plutôt d'accord pour le constater, en tout cas moi je partagerai cette hypothèse, la robotisation qui va, avec l'IA, bouleverser le monde du travail dans des proportions et avec des conséquences que nous ignorons assez largement. Redistribution, quatrième remarque, de la puissance publique entre les ensembles politiques. Et là, il y aura l'effet sur les régimes politiques. Donc on pourrait faire l'hypothèse, je ferai l'hypothèse, d'un renforcement considérable du pouvoir et de l'influence des systèmes politiques non libéraux, non démocratiques, dès lors qu'ils intègrent, dès lors qu'ils incorporent les innovations technologiques ou les recherches dans ce domaine. Et là, je pense évidemment à la Chine, qui est le plus en pointe. Et enfin, redessine la figure de l'humain par l'anthropotechnie. On est passé d'un savoir de réparation, la médecine, à un savoir d'amélioration, d'augmentation. Le projet est radicalement différent et on voit apparaître ce qu'on appelle un eugénisme libéral qui n'est pas incité par un État mais qui vient des sociétés elles-mêmes, des parents, des personnes qui veulent avoir des enfants parfaits. Le children design, comme il y a l'édition du génome, il y a maintenant l'idée d'éditer les enfants, de les designer. Alors même s'il y a une part de fantasme là-dedans, il me semble que les changements déjà en cours sont suffisamment puissants pour que l'on puisse dire que, au fond, même la figure de l'homme est impactée par ces transformations. Gilles Filkenstein. Est-ce que, pour prolonger ce qu'a dit Dominique Régnier, est-ce que le fait que les grands bouleversements technologiques se traduisent forcément par des nouveaux rapports de force et font aussi beaucoup de gagnants et beaucoup de perdants, c'est pas ça aussi qui implique de fait qu'il y ait une remise en cause du politique? Bonjour. Donc les grandes avancées technologiques sont-elles aussi des ruptures politiques? Puisqu'il faut aller vite, si je réponds d'un mot là, je dirais oui. Mais même si on va vite, je pense qu'il faut quand même aller un petit peu au-delà du oui et du non. Et donc, je vais repartir de ce que sont, je crois, les grandes mutations de la démocratie pour arriver aux mutations technologiques, en disant peut-être d'emblée qu'on est dans une période dans laquelle on assiste à un retour du risque politique. Quand j'étais étudiant, il y a malheureusement maintenant un certain nombre d'années, on étudiait le risque politique pour les pays en développement. Maintenant, le risque politique devient un sujet, y compris pour les pays développés. Ce qui me frappe là aussi, je vais aller très vite, c'est qu'on a depuis une dizaine d'années 2 crises qui étaient des crises jumelles, qui étaient la crise du politique et la crise de la démocratie. Évidemment, en niveau, la crise du politique était plus importante que la crise de la démocratie, mais elle suivait la même tendance. Dans une enquête qu'on va rendre publique dans quelques jours, et donc dont je vais vous donner simplement les tendances et pas les résultats, ce qui est intéressant, c'est que la hiérarchie demeure. La crise du politique
est plus importante, reste plus importante que la crise de la démocratie. En revanche, on a une évolution, et ça c'est l'élément qui est le plus nouveau, qui est asymétrique. Au sens où la crise du politique se réduit un peu, elle reste très importante, mais elle se réduit un peu, mais la crise de la démocratie continue à s'approfondir. Je n'en donne qu'une seule illustration, qui est une donnée que Dominique connaît bien. On est dans un pays, évidemment, dans lequel l'attachement déclaré à la démocratie reste très important. Il faut ne pas perdre ça de tête. Mais il y a une question qu'on pose l'un comme l'autre régulièrement au travers de nos partenaires d'instituts de sondage, qui est: est-ce que vous considérez que la démocratie est le meilleur des systèmes, ou est-ce qu'un autre système pourrait s'y substituer? Il y a 4 ans, il n'y a pas très longtemps, vous aviez moins d'un quart des Français qui disaient un autre système pourrait s'y substituer. En 4 ans, on est passé de moins d'un quart à nettement plus d'un tiers. Ce qui commence à être, quand on est au-delà d'un tiers, ça veut dire qu'il y a des catégories entières, des catégories politiques, les électeurs du Front National, des catégories sociologiques, les milieux populaires, des catégories démographiques, les jeunes, 18-35 ans, dans lesquelles on est proche, voire au-delà d'une majorité qui dit qu'il y a un autre système qui pourrait être meilleur que Gilles, que la démocratie. pour être précis, ça veut dire que les gens le redoutent ou les gens le souhaitent? C'est-à-dire, quand ils sont plus nombreux à répondre ça veut dire qu'ils ont peur ou que la probabilité leur paraît plus grande qu'il y ait un régime non démocratique qui apparaisse, ou est-ce qu'ils souhaitent qu'il y ait un régime non démocratique qui apparaisse? Alors, vous avez raison de poser la question, y compris de savoir qu'est-ce qu'ils ont en tête lorsqu'ils évoquent un autre système que la démocratie, ou tel que la démocratie que l'on connaît aujourd'hui. Et on a essayé, pas dans cette enquête, mais précédemment, de creuser ça. Il n'y a pas nécessairement derrière cette idée-là l'idée d'un régime autoritaire. Il y a d'autres types de démocratie qui peuvent être, pour le coup, dans lesquelles les technologies ont un impact, qui sont des idées de démocratie plus horizontales qui ont aussi les faveurs. Mais en tout cas, ce qui est très important, je crois, c'est l'idée que le système démocratique tel qu'il fonctionne dans les grandes démocraties occidentales, dans les grandes démocraties parlementaires depuis des décennies, n'est plus une évidence comme il l'était. Ce qui me permet de terminer dans la minute qui me reste pour arriver sur les technologies, en disant qu'il ne faut pas seulement réfléchir aux symptômes, on en parle beaucoup, qui sont les populismes, mais essayer de réfléchir à ce que sont les causes, non pas seulement du populisme, mais de ce désamour ou de cette distance démocratique. Il y en a qui ont été évoqués tout à l'heure à l'instant par Dominique, le fait d'être dans une économie mondialisée dans laquelle la démocratie peut paraître superfétatoire, ou dans une économie qui est mondialisée aussi et beaucoup plus dure et dans laquelle les démocraties peuvent paraître empêtrées. Mais il y a 2 dimensions, et je termine par là, qui ont un lien avec les technologies et qui peuvent expliquer cette distance ou ce désamour démocratique. Le fait d'être dans une société de plus en plus liquide, de plus en plus rapide, fait que le rythme des démocraties paraît de moins en moins adapté à beaucoup de citoyens. Ça, je crois que c'est un élément qui est très important. Et puis le deuxième, le fait d'être dans une société, et c'est vrai dans l'ensemble des dimensions de notre vie, de plus en plus horizontale, fait que l'idée même de la représentation est de plus en plus difficilement acceptée, de plus en plus difficilement partagée. Donc je crois qu'on a un défi qui est, puisque ces rencontres d'Aix sont sur les métamorphoses, je crois qu'il y a là un sujet et un défi qui est un peu une espèce de fil rouge à l'ensemble de ceux qui ont été évoqués tout à l'heure par Jean-Hervé Lorenzi. Merci beaucoup Gilles Finkelstein. On termine ce premier tour de table. Cyril Zimmermann, même question. Est-ce que ces grandes avancées technologiques sont également des ruptures politiques? Alors, l'Axel, vous le disiez tout à l'heure, c'est un think tank d'entreprise. Et je suis moi-même entrepreneur. Et un entrepreneur, en fait, n'a pas plus raison ou tort que la moyenne, mais il ne peut pas se permettre de douter très longtemps. Donc, en fait, je serai formellement, en fait, affirmatif et probablement, en fait, en faisant des raccourcis scandaleux. Mais à votre question, en fait, je pense que la réponse est non. Je ne pense pas que la technologie, en fait, est renouvelée ou mise en cause quoi que ce soit, en fait, des modèles politiques, en fait, des derniers siècles. Parce que je pense qu'on est encore en fait sur la queue de comète en fait de la révolution industrielle, et qu'en revanche on n'est pas rentré en fait dans un nouveau cycle, et que l'innovation en fait qu'on vit en fait depuis une vingtaine d'années
et l'aboutissement en fait, de choses qui étaient déjà finalement assez bien répandues et qui avaient structuré finalement à la fois la société, l'économie et donc les débats idéologiques depuis 100 à 150 ans. Et quand on parle en fait du retour au local, des irrédentismes nationaux, régionaux, locaux de pays, c'est quelque chose en fait qui est dans l'air du temps en fait et qu'on a vécu pendant tout le XXe siècle. Quand on parle en fait de la sensibilisation à l'écologie en fait plus forte qu'avant, c'est malgré tout quelque chose qui s'est développé à l'heure de la révolution industrielle. Quand on parle en fait du transhumanisme, en fait les premiers robots ne datent pas d'hier en fait, et donc le mythe en fait du robot qui vient se substituer, augmenter l'homme est quelque chose en fait d'assez ancien également. Et finalement, en fait, quand on regarde aussi la nouvelle économie, en fait, on retrouve beaucoup de ressucés au fait d'idéologies socialisantes ou socialistes, qui là aussi finalement en fait n'est pas quelque chose de nouveau. Quand vous prenez effectivement les messages marketing ou les identités de beaucoup de ceux qu'on appelle les GAFA, vous pouvez retrouver un certain nombre en fait, de notions communautaires, de notions de partage, de notions en fait, de générosité, de notions de changement en fait, du capitalisme pour l'adoucir en fait, et lui donner une version plus sociale, ce qui était le socialisme en fait, du début du XXe, en fait, quand il n'était pas révolutionnaire. Et c'est quelque chose en fait, qui prend en fait, et qui a un certain succès. C'est un marketing californien en fait, ou français, ou allemand, ou anglais, ou chinois même, en fait, qui fonctionne assez bien. Mais qui masque en réalité un capitalisme en fait, tout sauf régulé et assez débridé. Donc en fait, on a en fait, l'ensemble de ces notions en fait, qui sont réactualisées. On a une espèce de grand melting pot en fait, et un grand gloubi-boulga, pas toujours très bien articulé d'ailleurs, de l'ensemble de ces notions, où on promet à la fois un retour aux sources, à la communauté, à la proximité, une instantanéité, quelque chose en fait qui est plus utopique, qui a trait au partage, des notions de démocratie directe, tout ça en fait d'une espèce de sauce en fait assez digeste en fait parce que avec du light ou du zéro dedans. Mais en réalité, ça n'est que la couverture en fait de quelque chose en fait qui est le résultat de mécanismes en fait économiques et sociaux assez classiques. Et je pense que ça ne déstabilise ou que ça ne perturbe en fait que les régimes politiques en fait assez faibles. Je pense que ça nous déstabilise, nous, Européens, parce qu'on a des structures politiques en fait, qui sont potentiellement faibles, avec des mécaniques de décision en fait, qui sont très démocratiques, très avancées, mais avec une autorité en fait, aujourd'hui en fait, qui peut faire défaut dans certains pays. Je ne pense pas que cette révolution technologique, encore une fois, ou cette fin de révolution industrielle à la sauce technologique, déstabilise énormément Vladimir Poutine. Je ne pense pas que Yandex ait déstabilisé Poutine. Je ne pense pas au fait que Tencent ni Alibaba arrivent à déstabiliser le Parti communiste chinois. Et au contraire, ils sont même utilisés. Donc je pense que l'ensemble en fait, de ces messages véhiculés par les nouvelles technologies, l'ensemble des promesses et des utopies en fait, qu'elles véhiculent, sont avant tout en fait utilisés dans un but marchand, mais ils ont un facteur de déstabilisation potentielle uniquement pour des régimes ou des idéologies politiques en fait qui sont elles-mêmes en fait un peu en perte de vitesse et un peu faibles. Et donc ça pose la question. Il y a un côté darwinien quand même dans ce que vous dites. Oui, mais ça pose la question de la fin d'un cycle en fait et de l'identité de ce qu'on va créer derrière. Parce que si on n'arrive pas à créer en fait une perspective, c'est-à-dire que si on est sur la fin d'un cycle d'idéologie assez ancienne maintenant, qui en fait sont à l'heure en fait du light. On n'est même plus au Coca, on est au Coca Light. On n'est plus à l'idéologie, on a l'idéologie light en fait en sauce californienne ou GAFA. On est en fait à la fin en fait de ce qui structurait en fait notre volonté d'aller voter, notre volonté de s'impliquer en politique, notre volonté de s'impliquer en fait en termes communautaires, en fait ou en termes de collectifs. Et s'il n'y a pas la redéfinition d'un but commun et d'une façon de l'atteindre, bah, effectivement là il y a un vrai sujet, il y a un vrai danger. Donc en fait aujourd'hui en fait je ne le sens pas dans des régimes en fait dont l'autorité est assurée en fait et assumée. Et je ne suis pas en train de valider en fait leur modèle. Je le sens beaucoup plus en fait dans nos pays où on a de toute façon depuis un certain temps et pas simplement depuis la révolution technologique des 20 ou 30 dernières années, un certain doute sur l'efficacité et les fondements de nos mécaniques démocratiques et sociales. Éric Labouchet. Donc au fond vous êtes tous les trois d'accord. Et c'est bien inquiétant. Si, au fond, mais si, parce qu'il a dit la même chose. C'est-à-dire qu'il faut ou bien... Non, il a dit non, mais... Non, c'est intéressant. Je ne m'attendais pas à un désaccord, justement, moi. Il y a un désaccord de fond. Monsieur nous dit que ça n'est pas une rupture. Moi, je pense que c'est une rupture d'une radicalité sans précédent. C'est parce qu'il non, il va corriger. Il a dit c'est pas une rupture. Non, c'est pas une rupture. Mais les États ou les autorités faibles
sont mises à mal. Et dans sa tête, les États faibles, l'autorité faible, c'était la démocratie aussi. Bah, c'est pas forcément la démocratie en tant que telle, en fait. C'est les pays en fait, qui la pratiquent, en fait, dans l'Union européenne, en tout cas. Non mais Cyril Zimmermann, vous avez bien dit que la révolution technologique qu'on vivait, c'était de la petite bière. Que c'était pas une vraie révolution technologique. On est d'accord avec Dominique. En fait, mais Dominique dit que c'est une rupture majeure. Oui, mais c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Bon. Voilà. Moi j'ai une question quand même, juste très rapide, parce que vous êtes des spécialistes de la politique, et il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Est-ce qu'on cède à la facilité quand on, un peu intellectuelle, quand on dit que la période actuelle rappelle les années 30? Est-ce qu'on est en train de vivre le même enchaînement, ou est-ce que vous dites pas du tout? Non, moi je voudrais juste... Pardon Emmanuel, parce que je ne vais pas répondre à cette question pour ma part. Ah bah ça commence bien. Non, mais c'est pas le sujet. Juste là-dessus. Moi, je voudrais juste vous dire, CRISPR-Cas9, les ciseaux génétiques, c'est une rupture majeure. Les chimères homme-animal, ça existe, c'est une rupture majeure. L'utérus artificiel, rupture majeure. Le clonage animal, il est parfaitement maîtrisé. Le design du génome, l'édition du génome, les Chinois ont un grand programme, ce n'est pas les seuls, les Américains aussi. Il y a d'autres pays qui s'y sont lancés. C'est absolument déterminant. On ne maîtrise pas la prolifération de la modification du génome. Là, les algorithmes ont un effet très puissant sur notre futur. Notre futur est très déterminé par les algorithmes comme jamais nous l'avons été déterminés. Il y a toute une série, il faudrait prendre le détail, mais il y a alors ça va trop vite pour qu'on puisse rentrer dans un moindre détail, mais il y a toute une série d'objets authentiquement nouveaux. Je suis d'accord pour dire que ce désir, il est sans âge. La différence, c'est qu'à force d'essayer, nous y sommes arrivés et qu'il y a aujourd'hui la possibilité même, sans être du côté, je dirais, des prophètes de malheur, comme on le voit dans Tintin, l'étoile mystérieuse, il y a la possibilité de concevoir l'émergence d'une nouvelle espèce humaine, c'est-à-dire d'une partie de l'humanité qui s'émanciperait de la condition humaine ordinaire, grâce à des technologies qui sont à disposition pour certains et qui le seront un peu plus demain. C'est une fracture absolument sans précédent. Il est évident pour moi que nous sommes dans une révolution politique radicale. Je ne vois pas de précédent à cette radicalité. Mais ça fait 50 ans qu'on l'anticipe et le rapport Lenoir sur la bioéthique date de 93. Donc en fait, ça fait 50 ans minimum. On ne cultivait pas des organes dans le corps des porcs. C'est fini, c'est fini. On savait qu'on allait y arriver. Merci beaucoup, messieurs. Pardon, ouais, je pense à Gilles. Éric Le Boucher. Dans l'histoire, les technologies ont été, dans d'autres époques, ont été facteurs de la démocratie, facteurs de régime politique. Est-ce que tu crois que la caravelle a provoqué un effet sur l'Europe, ou est-ce qu'il y a d'autres exemples dans l'histoire où c'est la technologie qui détermine l'institution politique? Je ne sais pas dans quel sens se font les causalités, mais qu'il y a un lien sans aucun doute. Je dis juste une phrase qui est sur un autre point de désaccord, sur une idée qui est couramment admise, que les régimes démocratiques sont faibles. Ma conviction est exactement inverse. Oui. Je pense que ceux qui sont faibles sont les régimes autoritaires. Et une des raisons pour lesquelles ils sont autoritaires, c'est précisément parce qu'ils sont faibles et qu'ils n'ont pas... Et donc, je pense qu'il faut vraiment avoir cette idée-là en tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des faiblesses, des fragilités, des mécanismes à repenser dans nos démocraties, mais ne baissons pas pavillon. Le système de la démocratie libérale qui est le nôtre, qu'on a en commun dans l'espace européen, c'est quelque chose qu'il faut continuer à défendre. Et si j'avais vraiment une dernière phrase, très vite. Je crois que la responsabilité, y compris la responsabilité des entreprises, est de s'intéresser à ces questions-là, parce que ce sont des questions y compris pour elles. Bravo. Merci. Allez.